Le Stade Rennais clore sa campagne de Ligue des Champions et elle peut laisser des regrets, tout comme son début de saison. Dernier match face à un FC Séville qui reste sur 2 défaites de rang, toutes compétitions confondues. Cet épisode de temps additionnel va analyser donc ce match, dernière journée de Ligue des Champions, entre le Stade Rennais et le FC Séville. On va parler de la forme du moment, de leur dernier match et on va également parier en fin d'émission grâce à notre partenaire BetClick. Pour analyser ce match, j'ai 2 invités qui sont déjà venus dans l'émission. Anthony, habituel supporter du Stade Rennais, chroniqueur chez Radio Roazhon, qui fait sa 3e apparition chez nous. Salut à toi, Anthony. Salut, avec un bon bilan puisque aucune victoire. Donc ravi d'être là à nouveau. Tu sais, Romain qui a alterné avec toi a le même bilan du coup. Hein. Parfait. C'est catastrophique. On va faire un bilan aussi en fin d'émission de cette campagne de Ligue des Champions de Rennes, Anthony. Nous dire ce que tu en penses et surtout ce que tu prévois pour l'avenir. Et avec nous, on a également un invité qui est déjà venu chez nous, notamment pour parler d'un entraîneur qu'on admire, Marcelo Bielsa, puisqu'il s'agit de François Miguel de Furia Liga. Salut à toi. Salut à tous. Donc François Miguel qui s'occupe des papiers pour Furia Liga pour le FC Séville notamment, et il y en a un qui va sortir très bientôt d'ailleurs sur le match entre le FC Séville et le Real Madrid, dont on va parler juste après en préambule de ce match. Alors premièrement Anthony, je voulais voir avec toi sur ce dernier match, notamment en Ligue 1. Rennes a pas forcément brillé. Encore une fois, malheureusement, j'ai envie de dire. Défaite face à Lens à domicile 2-0, après une défaite un peu plus tôt dans la semaine à Krasnodar, qui a scellé le sort des Rennais en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe, tout simplement. Qu'est-ce qui va pas actuellement en Rennes ? Parce que là, on a l'impression que plus les semaines passent, plus les doutes s'installent côté Rennais. Là, ça y est, on y est. Hein. On vient de mettre les 2 pieds dans la crise. On en a mis un contre Krasnodar et on a mis le 2e ce week-end tranquillement contre Lens. Donc là, on y est. On est bien englué dedans. Ça commence à... Il y a des vagues de partout. Là, il n'y a plus rien qui va. Mais en gros, je pense que le mal principal, c'est que le club s'est vu peut-être trop beau. Les torts sont partagés, hein, ça va des joueurs au staff, en passant par même, je le trouve, moi, les observateurs et quelques supporters aussi. On s'est vu trop beau, on a l'impression qu'on était Lyon ou Marseille, mais on ne devient pas un grand club en 1 an et demi. Donc l'apprentissage est douloureux. On tombe un peu de haut, mais bon. Il ne faut pas tout jeter non plus. On est qu'au début du nouveau projet avec ce trio-là, Olvec, Maurice, Stéphane. Hein. Ça fait que 18 matchs qu'on joue avec ce trio-là à la tête du club. Donc, quand certains veulent couper des têtes, déjà, ça me paraît très, très tôt, surtout quand on se souvient de ce qu'a fait le coach chez nous, quoi. Donc non, ça va mal. Il y a un besoin rapide de revenir aux bases, à l'essentiel, et de repartir en avant, quoi. Mais là, il faut que tout le monde ait conscience que si on continue comme ça, on glisse dangereusement quand même vers la deuxième partie de tableau, quoi. Alors, sans passer par ce qui s'est passé à Krasnodar, où on a vu des Rennais un peu comme au match aller dominer à certains moments et craquer en fin de match, là sur un long ballon qui paraissait plutôt anodin et une défense qu'on a vu prise de vitesse par Marcus Berg. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est peut-être cette défaite face à Lens en Ligue 1. T'as certainement vu le match, je suppose, Anthony. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Et j'aimerais aussi qu'on parle après ton analyse de ce qu'a dit Stéphane après le match. Ouais, contre Lens, on s'est fait, on a bien démarré. Étrangement, on voyait que ça allait pendant 15-20 minutes, mais pas plus. Et puis d'un coup, plus rien, quoi. On prend le but, on prend un but sur la première occasion lensoise, sur une perte de balle qu'on aurait pu éviter du jeune Truffert. Et puis derrière, on se fait punir parce qu'il y a de la qualité quand même à Lens. Ils étaient venus avec un plan de jeu très précis et surtout, ils sont venus avec beaucoup plus d'envie que nous, quoi. Ils savaient qu'on était une équipe en plein doute et ils nous sont rentrés dedans et on n'a pas vu le jour après, quoi. Et incapable de relever la tête, c'est ça. Le plus inquiétant, c'est ça, en fait, parce que oui, on perd à Krasnodar, mais Krasnodar, on perd le match comme on en a perdu 10 000, comme on a l'impression d'en perdre 10 000 cette saison, quoi. Un peu à l'expérience, pas assez de roublardise et tu te fais punir, t'es pas efficace devant, tu te fais punir sur une demi-occasion, parce que c'est même pas une occasion, le truc de Krasnodar. Mais contre Lens, là, ils étaient venus avec un projet de jeu précis, c'était de nous rentrer dedans. Ils savaient qu'il n'y avait pas trop de cohésion collective et du coup, on a explosé
on a explosé, on prend 2 buts un peu similaires, hein, deux occasions efficaces, quoi, 2 contres efficaces. Et puis Stéphane a essayé de changer, à la pause. Il a fait 4 changements, c'est pas si courant. Et il a rentré Kamavinga, Nyang, Mawasa et Doku. Et c'était pas mieux, quoi. C'était un petit peu mieux, mais il n'y avait pas plus de cohésion, quoi. Donc non, c'était très inquiétant. Et puis bravo à Lens, parce que Lens, ça reste c'est un beau promu quand même. Ils savent faire, hein, donc ils savaient qu'il y avait une petite occasion, une petite ouverture pour venir prendre les 3 points chez nous. Ils y sont allés avec une grosse envie et on n'a pas vu le jour. Alors, moi, j'aimerais juste revenir avant de parler un petit peu du FC Séville avec François Miguel. Cette déclat de Stéphane dans la presse, après le match face à Lens, Rennes joue le maintien, selon lui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que, ça ne va pas à Rennes, on est tous d'accord pour le dire. Le stade ne vit pas un très beau début de saison, mais on peut déjà parler d'objectifs maintien, alors que les objectifs de début de saison étaient très ambitieux, peut-être trop, selon les avis. Mais est-ce que parler de maintien, c'est réellement un aveu de faiblesse de la part du coach rennais? Non, alors il y a 2 façons de la lire, cette décla. Il y a effectivement tout ce qui a été repris hier où on a fait un raccourci très rapide en disant Rennes joue maintenant le maintien, mais c'est pas vraiment le cas en fait. En fait, ce qu'il a cherché, lui, c'est un électrochoc. Il s'en expliquait ce matin. C'est Ouest France qui a écrit ça ce matin. Ils ont rencontré des membres du RCK, du coup le principal COP du club, avec Delanoë, Olvec et Maurice, et il y avait Bourigeaud et Da Silva aussi, et du coup forcément les supporters lui ont demandé pourquoi il avait dit ça, qu'est-ce qu'il voulait dire par cette phrase qui a laissé un peu tout le monde pantois hier. Et en fait, en gros, il explique que non, ce qu'il veut, en fait, ce qu'il a voulu faire passer comme message, c'était qu'il voulait voir une équipe qui joue comme une équipe qui joue le maintien, c'est-à-dire avec un minimum de combativité, qui se bat à chaque match, quoi. Il n'a pas l'impression de voir ça. Et Bourigeaud a d'ailleurs dit ce matin aussi que le vestiaire avait bien compris que c'était ce message-là et qu'effectivement le Stade Rennais ne joue pas le maintien. Enfin, ça serait complètement délirant de penser ça en interne. Et même pour Stéphane, ça serait horrible. Surtout qu'il dit ça au lendemain d'une déclaration d'Olvec qui dit qu'à Noël, il veut être 5e, quoi. Donc non, le club ne joue pas le maintien. Il a cherché juste un électrochoc, une phrase un peu choc. Bon, ça a marché. Pour moi, on est un peu. Déjà, vu comment tous les observateurs ont repris ça, ça prouve que ça a interloqué au moins et que les gens se demandent pourquoi il dit ça. Donc, non, en fait, Rennes ne joue pas le maintien. Les joueurs ont bien compris qu'il va falloir un peu plus de coronesse sur le terrain pour espérer mieux. Et je pense que c'est le principal message qu'il a voulu faire passer. Et je crois que c'est passé comme ça dans le vestiaire, en tout cas. Alors, François Miguel, tu as eu l'occasion de voir Rennes jouer lors du match aller et de la victoire du FC Séville. Est-ce que la situation actuellement du côté du Stade Rennais, toi, elle t'étonne? Oui, non. Après, je suis pas spécialement la Ligue 1, mais de ce que j'ai pu comprendre déjà, Kamavinga a une petite baisse de régime, et ça c'est aussi dû en partie, ça pour le coup j'ai pu le voir dans les médias espagnols, au fait qu'il y a eu des unes notamment sur le fait qu'il allait signer au Real Madrid, et le changement de représentant et ce genre de choses là. Après, peut-être aussi un moment où il faut digérer. La Ligue des Champions, c'est pas une compétition anodine. Ça consomme beaucoup d'énergie. Ça consume les joueurs aussi, parce qu'on peut voir que toutes les équipes qui disputent la Ligue des Champions dans les gros championnats ont du mal à enchaîner les matchs, surtout que là ils sont rapprochés et les 6 matchs de poule ont été réalisés dans une formule express à cause du contexte. Donc fatalement, il y a aussi un gap physique et mental à dépasser. Donc c'est vrai que la campagne est quand même ratée, parce que il y avait quand même la Ligue Europa à aller chercher au minimum, mais c'est comme ça aussi qu'on progresse, hein. Et Rennes, c'est un club neuf, hein, on va dire dans la réussite sur le long terme, en tout cas à moyen terme. Donc forcément, il faut aussi encaisser le changement de standing, de statut, le fait d'être attendu aussi sur les pelouses de Ligue 1 bien plus qu'avant. Et voilà, puis il y a eu un gros recrutement, il faut encore assimiler. Donc
Donc voilà, et puis aussi Julien Stéphan, lui aussi est en phase d'apprentissage, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est un coach qui est jeune, qui arrive qui découvre le très haut niveau aussi. Donc tout ça fait que il y a cette alchimie-là est difficile à réaliser en début de saison. Alors, tu as un entraîneur du côté du FC Séville, lui qui est pas forcément en phase de rodage, c'est Lopetegui, qui a pas mal d'expérience aujourd'hui. Mais en ce moment, bon, le FC Séville est resté sur une bonne dynamique, mais 2 derniers matchs, 2 défaites pour les hommes de Lopetegui. Cette défaite face à Chelsea en Ligue des Champions, 4-0 à domicile. On va en parler tout de suite, François Miguel. Et cette défaite ce week-end face au Real Madrid 1-0, dans un match qui n'était pas non plus des plus divertissants. Cette défaite face à Chelsea, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Tu trouves que Séville a complètement lâché le match au profit de Chelsea? Ouais, match hasardé selon moi, pour préserver l'équipe en vue du match contre le Real Madrid. Ça n'a pas été très efficace, mais il ne faut pas oublier que Séville a eu une infirmerie assez remplie. Pour le match contre Chelsea, c'est le 4e gardien qui a joué quand même. Donc Bono était positif Covid. Vaklik s'est blessé. Diaz, le 3e gardien, n'a pas joué. Finalement, il a fait jouer Alfonso Pastore. Voilà, donc comme début, c'est quand même compliqué de démarrer sa carrière en Ligue des Champions contre Chelsea quand même. Faut pas oublier que Chelsea a fait beaucoup de transferts mirobolants cet été. Je crois que c'est le club qui a le plus investi dans le contexte pandémie. Donc voilà, le match aller j'ai trouvé le match très bon de Séville. Il y avait quand même à Stamford Bridge, avait quand même un bon enjeu pour bien démarrer la campagne européenne, et ça a fait 0-0, mais j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Mais là, ce match-là, trop d'absents. Koundé est resté sur le banc, puis il est rentré au milieu de terrain. À gauche, c'était Karim Rekik qui a joué, et ça n'a pas été probant du tout. Sergi Gomez a été mangé par Olivier Giroud. Donc non, c'est un match. C'était un peu la finale du groupe. Moi, je m'attendais beaucoup. J'espérais qu'ils allaient quand même jouer pour au moins chercher le match nul, mais ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été la tactique de Lopetegui d'un peu reposer quelques cadres n'a pas été efficace, puisque contre le Real, hormis les 20 dernières minutes, ça n'a pas trop bougé quand même. Alors, au niveau du match face au Real, qui est le plus récent du FC Séville, qui s'est joué ce week-end, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la rencontre des Andalous? Comment se sont comportés les joueurs avant ce match face à Rennes, qui, on le rappelle, n'a pas d'enjeu, puisque le FC Séville est déjà assuré d'être deuxième? C'était le retour de Yacine Bono dans les cages, qui pour moi l'un des meilleurs gardiens de Liga, sauf hier, sauf samedi. Parce qu'il a fait un match proche du catastrophique. Il a sorti une très bonne frappe de Karim Benzema en première mi-temps, mais il a commis beaucoup d'erreurs en première mi-temps, et puis le but est pour lui. Vinicius s'arrache et il arrive à dévier le ballon juste ce qu'il faut pour que ça ricoche sur le gardien et que ça rentre. Le but est beau, mais ce but aurait dû être évité avec un peu plus d'attention de la part de Bono. Après, à gauche, Lopetegui a mis Alex Vidal, parce que Marcos Acuna est blessé. Et Alex Vidal, il n'a pas joué depuis. On ne sait même plus depuis combien de temps il n'a pas joué. Il n'est pas dans la liste Ligue des Champions, par exemple. Donc vraiment, donc c'est pour montrer à quel point Karim Rekik a vraiment pas convaincu contre Chelsea. Et voilà, Vidal, il a fait un match à la hauteur de quelqu'un qui n'a pas de rythme. Sans plus, donc. Moi, j'ai trouvé que les meilleurs joueurs, ça avait été Fernando au milieu défensif, que j'ai trouvé vraiment très bon. Diego Carlos, hormis le fait qu'il couvre le hors-jeu de Ferland Mendy sur le but, mais première mi-temps vraiment très bonne. Et Jesus Navas, éternel, évidemment, côté droit, qui est toujours très bon. Après, le transfert de Rakitic, c'était prévisible, mais c'est pas une grosse réussite. John Jordan, moi j'aime beaucoup, mais il manque peut-être encore un peu de caisse. Ça, c'est un joueur qui pourrait faire l'Euro, je pense, s'il continue sur ce chemin-là. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Après, il faut oublier que Banega est parti, c'est le dépositeur du jeu, donc par la force des choses, c'est quand même compliqué de remplacer un joueur créatif. Mais voilà, après, De Jong a touché quelques ballons, mais c'était compliqué de l'avoir. Mounir à gauche, pour moi, je ne comprends pas la carte de ce joueur. Alors ça, vraiment, c'est un mystère complet. Mais c'est lui qui donne la qualif à Séville à la dernière seconde là, contre Krasnodar. Mais son match contre Krasnodar
est pas très bon. Il est volontaire, quoi, mais c'est pas un bon joueur. Je comprends pas. Alors, le côté gauche avec Vidal et Mounir sont catastrophiques. Et Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais, qui commence un peu à être sur la jante. Donc, à force de beaucoup jouer, puis on sait comment il joue, c'est qu'il a pas le frein, il connaît pas. Donc ce match contre le Real a surtout permis au Real Madrid, qui a fait un match sérieux sans plus. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé Kroos, davantage que Modric d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bonnes critiques sur Modric. Moi, j'ai surtout préféré Kroos. Mais Vinicius disponible, mais voilà, c'est pas incroyable. Clairement, le Real Madrid a gagné. Ça aurait mérité un match nul, quoi, mais bon, finalement, c'est pas immérité que le Real ait gagné non plus, donc ça a sauvé Zidane, mais voilà, c'était clairement pas le match du siècle. Et pourtant, je l'ai vu 2 fois. Hein. Pour vous dire à quel point je suis sérieux en podcast, je l'ai vu 2 fois. Une fois en direct, une fois en replay, je me suis vraiment puni parce que franchement, c'était vraiment pas terrible. On te remercie pour ton sacrifice, en tout cas. De ton côté, Anthony, donc tu as pu voir jouer toi aussi cette équipe de Séville lors du match aller, et il me semble même que tu étais présent pour l'avant-match du match aller avec Marc de Séville France. T'as pensé quoi, toi, de cette équipe de Séville il y a quelques semaines? Est-ce que c'est une équipe vraiment taillée pour le top 16 de la Ligue des Champions? À Séville, moi je les avais trouvés plus impressionnants sur la phase aller que Chelsea. On a eu plus de mal contre eux d'ailleurs là-bas qu'à Chelsea, alors qu'on avait pris, qu'à Londres ou sur le terrain de Chelsea, on avait pris un rouge aussi, mais je trouvais que Séville était plus cohérent en tout cas. Collectivement, en tout cas, je trouvais ça plus fort. Après, c'est vrai qu'il y a du talent individuel aussi à Chelsea, mais pour moi, c'est une équipe qui doit viser les quarts de Ligue des Champions. Et après, plus loin, ça me paraît peut-être la marche paraît peut-être un peu trop haute, mais c'est une saison à part. Comme le disait François, c'est une saison qui ressemble à aucune autre. Le calendrier sont dément en fait. Donc il y a de la place pour ces équipes-là qui ont de la ressource et qui ont des effectifs assez larges. Après, je suis assez surpris de les voir un peu galérer en Liga parce que c'est une équipe que je trouvais déjà un peu prête quoi pour aller batailler là-haut. Donc je suis un peu surpris. Donc peut-être que c'est le temps de se lancer et de trouver les bons repères. Mais non, pour moi c'est une très belle équipe et il m'avait impressionné à l'aller. On avait pris le bouillon, c'était un match à enjeu, donc c'est là que tu vois l'écart qu'il y a entre les grandes équipes européennes. Même c'est pas une très grande équipe, mais c'est une grande équipe européenne. Pour moi, c'était la plus forte du groupe. Et j'étais aussi surpris d'ailleurs qu'ils prennent le bouillon qu'ils prennent 4-0 contre Chelsea, même si je comprends mieux maintenant après les explications. Mais ouais, non, c'est du très très bon et pour moi, ça fera quart de finale suivant le tirage au sort, quoi. Ouais, mais le match contre Rennes, effectivement, il était très complet de la part de Séville. J'ai plus le score en tête, c'était 1-0. Ouais, il y avait 1-0, oui. C'est ça, hein, il y avait eu 1-0, mais il y avait vraiment une classe d'écart entre deux équipes. T'as l'impression que Rennes pouvait jouer bon moment sans marquer. J'ai même trouvé que Séville n'avait pas été assez tueur sur ce match-là, parce que ça méritait un peu plus d'écart, vu la différence de niveau entre les deux équipes. Ah ouais, on doit prendre 5 ou 6 normalement. Oui, facilement. C'est De Jong qui avait marqué à la 55e pour les Sévillans. Mais c'était clairement, c'est peut-être un des meilleurs matchs de la saison de Séville. Et en championnat, Séville est resté sur une série de 3 victoires. Huesca, Celta et Osasuna. Même si le Celta, ça avait été pas mal comme match, parce que le Celta vient de virer son coach et a changé. Huesca, c'est un promu qui joue bien, et Osasuna, c'est toujours très compliqué de les manœuvrer. Donc on a l'impression que c'était... on espérait que le match contre le Real, surtout dans le contexte du Real Madrid, et qui n'est pas au mieux non plus, avec cette pression sur Zidane en cas de défaite, il ne faut oublier non plus que Zidane a eu une importance sur la carrière de Lopetegui comme entraîneur, parce que son ombre a plané sur lui, parce que c'est lui qui a remplacé Zidane au Real. Et qu'au bout de même pas 100 jours, il a dû partir parce qu'évidemment, après 3 Ligues des Champions, prendre la place de Zidane, c'était très compliqué, c'était la mission quasiment suicide. Voilà, et au bout de 100 jours, c'est Solari qui a moins de 100 jours d'ailleurs, c'est Solari qui a remplacé Lopetegui, et peut-être ça aurait été le jour pour lui rendre l'appareil en quelque sorte.
en remportant ce match. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus aussi. Il y a Idrissou qui est revenu aussi, qui est en Ligue des Champions. Sousso qui va être très important. Il a fait une très bonne entrée samedi contre le Real. Il ne pouvait pas être titulaire, je pense, parce que ça fait longtemps qu'il était blessé et qu'il a besoin encore un peu de rythme. Mais vraiment, le temps qu'il a joué, c'était vraiment pas mal. Voilà, avec après Goudel, j'y rentré, qui peut jouer aussi en défense. Mais le problème, c'est que quand on analyse c'est que tes meilleurs joueurs, c'est ton défenseur central, un de tes défenseurs centraux et ton milieu défensif, c'est que ton match n'est pas forcément terrible. Donc c'est pareil pour toutes les équipes. Si Fernando c'est ton meilleur joueur, si ton fils est ton meilleur joueur, c'est que t'as pas été très très brillant devant. Donc oui, match décevant. Justement, le match en Ligue des Champions contre Rennes, je me demande bien quelle équipe vont aligner les deux entraîneurs. C'est sûr qu'il y a des questions qui vont se poser puisque Rennes n'a plus rien à jouer et finira 4e de ce groupe quoi qu'il arrive, et Séville finira 2e quoi qu'il arrive. Les 4 places sont figées dans ce groupe-là, donc il n'y a plus rien à jouer même du côté de Chelsea et de Krasnodar. Alors, si on peut parler des absents des deux côtés, donc côté Rennes, il y a pas mal d'absents. On va les citer, donc Aguerd, Gomis, Guirassi, Martin, Rougani, Terrier seront absents, donc c'est pas des petits absents, mine de rien, côté Rennes. Alors, côté Rennais, est-ce que tu crois qu'il y aura un sursaut d'orgueil? Est-ce que tu penses que va y avoir quand même une volonté de bien finir cette campagne? De toute façon, ce qui est obligatoire déjà, c'est que dans l'état d'esprit, on voit autre chose. Parce que là, même si en Ligue des Champions, paradoxalement, ça a été. En fait, on n'a pas vu, on n'a pas fait de purge en Ligue des Champions, quoi. Le match est raté il n'est pas raté à Krasnodar totalement, quoi. On est dans le match, on est dans le coup, et puis on se fait piéger. Et puis après, voilà, on n'a pas ce qu'il faut pour inverser la tendance. Donc moi, ce que je veux, c'est surtout une équipe qui montre un peu de révolte, ce qu'on espérait contre Lens et qu'on n'a pas eu. Donc là, je pense que ça va un peu gueuler cette semaine, donc ce week-end. Donc j'espère qu'on aura un autre visage. Après, forcément, je pense qu'il va faire tourner parce que le match le plus important de la semaine, ce sera le déplacement à Nice. Donc voilà, il n'y aura pas beaucoup d'enjeux à sortir de ce match. Il ne faudra pas le suranalyser parce que voilà, c'est un match en bois et que Séville, ils vont peut-être venir en marchant aussi. Donc bon, c'est l'occasion de donner du temps de jeu à certains gars, et puis il y en a qui ont des choses à se faire pardonner, donc il faudra. Mais oui, on a toujours autant d'absents, donc ça aussi, c'est une des clés de notre salut, je pense, c'est le retour de plusieurs titulaires, parce qu'on souffre aussi beaucoup des blessures, en plus du Covid et du calendrier, quoi. Ce serait pas l'occasion de relancer par exemple un Mbanyang titulaire? Si, c'est le match parfait pour le mettre titulaire, parce que même si moi je crains qu'en plus, si on n'a plus la Coupe d'Europe, que l'histoire s'arrête cet hiver. S'il avait envie de partir fin septembre, je suis pas sûr qu'il ait toujours envie de rester au club début janvier. Donc à mon avis, voilà. Donc ouais, c'est un peu le match où faut faire jouer les coiffeurs, hein, malheureusement. Alors côté sévillan, François Miguel, il y aura aussi des absents, donc Acuna, Escudero, Jordan et Vaklik aussi qui sera absent. Tu penses aussi que ça sera l'occasion pour Lopetegui de faire tourner, sachant que tout est figé dans ce groupe? Oui, parce qu'il y a un match de championnat qui arrive contre Retafe, et Retafe a pris 3-0 ce week-end, donc puis c'est aller jouer à Madrid, donc au Coliseo, donc fatalement, ils vont avoir ça en tête. Donc, mais est-ce que tu as deux effectifs pour faire complètement tourner? Moi, est-ce que tu peux mettre Jesus Navas sur le banc, par exemple? Je suis même pas sûr. Je sais même plus s'ils ont un remplaçant potable sur ce côté-là. Je vais te dire que c'est complètement non. Donc, je serais changé de système. Peut-être passer en 3-5-2 avec un Ocampos qui couvrait toute la bande droite, par exemple. Je sais pas, ce qui peut motiver, alors peut-être plus Rennes que Séville, c'est que si tu gagnes, tu prends de l'argent. C'est que gagner en Ligue des Champions, tu as une prime, et donc cette prime-là, pour un club français, ça peut être important. Plus que pour un club espagnol peut-être. Donc ça peut être une motivation, outre le fait de relancer les joueurs. Moi je pense que Idrissou va être titulaire. En-Nesyri devrait être titulaire aussi. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus souvent titulaire, parce qu'à chaque fois qu'il joue, je trouve qu'il est pas mal. Ça, par exemple,
ça c'est un joueur, je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait jouer à Séville, par exemple. Moi, je me rappelle de son époque à Malaga, par exemple. Je le trouvais très brouillon, tendance à vouloir faire les différences tout seul et à faire finalement à gâcher beaucoup. Et puis à Leganés, il s'est bien repris, notamment avec Martin Braithwaite. Et maintenant, si on t'avait dit il y a 2 ans que En-Nesyri serait un des meilleurs attaquants de Séville et que Braithwaite serait carrément titulaire avec le Barça, je sais pas si on nous aurait cru. Hein. Non, pas trop. C'est vrai qu'on part sur des scénarios. Maintenant, on voit Braithwaite comme solution pour l'entente Messi Griezmann. On nage dans un délire complet, mais voilà. Mais oui, ça va tourner, mais dans quelle proportion et avec quel joueur? Parce que est-ce que Sousso, tu le fais jouer, sachant qu'il revient de blessure, est-ce que tu le titularises pour qu'il reprenne un peu de rythme? C'est une possibilité. Est-ce que tu reposes pas De Jong, sachant que Getafe, c'est une équipe qui peut lui convenir, parce que c'est quand même une équipe rude, tant que c'est 2 centraux. Non, ils vont être privés de leurs 2 centraux, pardon, parce que Chema et Jenny Dakonam ont été exclus tous les deux. Donc ils vont jouer avec, je pense, Mathias Oliveira et quelqu'un d'autre qui va descendre peut-être. Je ne sais plus qui ils ont comme, je crois qu'ils ont Kabako. Je ne sais plus si Kabako est parti ou s'il est Léventé. Pardon. Mais bon, voilà, ils vont avoir une défense centrale composite. C'est peut-être le moment de reposer un peu De Jong. Donc oui, est-ce que le gardien de but, est-ce que tu laisses Bono ou est-ce que tu mets Diaz ou Pastor? À voir. Moi, je remettrais quand même Bono parce que quand même après le match qu'il a sorti contre le Real, il a quand même besoin de se remettre un peu en jambe. Je pense que c'est plutôt dû au manque de rythme et à la fatigue qu'il a déjà accumulé après ce contre-positif Covid. Qu'au fait à une méforme, voilà, parce que c'est vraiment pour moi c'est très très fiable, c'est un gardien qui est extrêmement fiable, mais c'est un peu le match à Toto un peu, hein, ce 6e match, hein. Il n'y a pas d'enjeu, donc c'est compliqué de faire des pronostics et de savoir quel système va privilégier Lopetegui. En plus c'est plutôt le 4-3-3, mais peut-être que si en défense centrale peut-être qu'il mettra Goudelj, Diego Carlos. Ouais. S'il est gonflé, il met Sergi Gomez à gauche et à droite il garde Navas dans le cadre d'une défense à 4. Je pense que c'est plausible, oui. Ou alors il mettra Goudelj à la place de Fernando au milieu de terrain. Et bon, on verra tout ça ce mercredi. C'est mardi, je crois, la rencontre. Oui, c'est ça. Ça sera mardi au Roazhon Park. Alors, avant de passer à la dernière partie de cette émission et au pari avec BetClick, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le bilan, Anthony, de cette phase un peu cette parenthèse enchantée pour le Stade Rennais, puisque ça faisait très longtemps que le club courait après une Ligue des Champions, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ces épisodes un peu spéciaux du côté de temps additionnel pour parler des clubs français en Ligue des Champions. Et dernière journée, qui dit dernière journée dit bilan aussi côté Rennais. Est-ce que tu as des regrets sur cette phase de poule? Est-ce que tu penses que quand même il y a des choses qui auraient pu être un peu mieux faites, notamment cette double confrontation face à Krasnodar qui vous coûte une place en Europe pour la deuxième partie de saison? J'ai un regret, c'est le match aller contre Krasnodar parce qu'on les bouffe dans le jeu et on est même tout près d'arracher la victoire, quoi. Donc ça, c'est le regret que j'ai, parce que je pense que si tu tournes le premier match avec 3 points, ta campagne elle est peut-être différente, alors que là tu étais un peu couteau sous la gorge directement. Et puis après, non, je trouve que le bilan est plutôt positif quand même pour le club, parce que, alors certes, sportivement non, parce que l'objectif affiché c'était d'être 3e, c'était même annoncé, le club, enfin le président l'avait dit, on veut être 3e parce que la présence de Krasnodar t'oblige à dire ça, tu peux pas dire que tu veux juste apprendre. Et ça, donc t'as pas réussi ça, pourtant c'était jouable, on l'a vu. Donc ça, sportivement, ça reste une grosse déception, mais j'ai l'impression que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver vu l'état de l'équipe, quoi. On a besoin de souffler, donc là on a encore 4 matchs en 2 semaines avec la Ligue 1, donc j'espère que comme Lille, quand ils s'étaient qualifiés pour la Ligue des Champions en 2017, ils avaient douillé derrière, je crois, ils avaient dû finir 17e, mais ils ont surmonté, revenir, donc voilà, j'espère qu'on n'ira pas jusque là.
Mais je pense sincèrement, moi, alors peut-être que je suis un peu trop optimiste ou peut-être un peu trop aveugle. Quand on aime son club, des fois on est un peu aveugle. Et ben, moi, je pense qu'on va faire une bonne deuxième partie de saison parce que la qualité, on l'a vu en début d'année. On a vu on a commencé à merder avec le début de la Ligue des Champions en fait. Est-ce qu'on doit compter les défaites contre Chelsea et contre Séville comme des défaites classiques? Non, je pense pas. Ça ne devrait pas rentrer en compte dans un bilan d'une équipe comme la nôtre parce que c'est largement au-dessus de nous, quoi. Donc moi je pense que le club va devoir faire un petit ménage cet hiver et puis toute l'expérience qu'on a quand même engrangée, parce qu'on en a engrangé malgré la déception, elle va nous servir peut-être à terminer comme il faut l'année prochaine et aller chercher soit la Ligue Europa, soit la nouvelle Coupe d'Europe qui sonne bien pour des déplacements exotiques. Mais il ne faut pas oublier non plus Ouais, que Krasnodar, c'est une équipe qui est rompue aussi aux Jeux européennes. C'est un club qui a de l'expérience, même si c'est un club récent. Moi, je me rappelle contre Valence en UEFA, ça avait été compliqué. Et là aussi, ils ont peut-être plus l'habitude de ces matchs aussi parce que là aussi, ils étaient partis pour jouer la 3e place. Et à un moment, ton expérience compte énormément, même si Berg, c'est sa première Ligue des Champions aussi, donc des fois t'as pas de chance. Berg, il a fait un gros match aussi contre Séville à l'aller. Il y a de très bons joueurs, il y avait Chapi qui a eu un super coup franc aussi. Tu es dans Rennes dans le pot 4, tu finis 4e et c'est pas même si tu pouvais espérer un peu mieux, finalement la logique est respectée, ne serait-ce que par rapport à l'expérience de Krasnodar, et puis le fait aussi qu'il faut quand même aller se déplacer en Russie, que c'est jamais facile. Séville s'est imposé à la dernière minute contre les Russes. Ouais, et là où tu as raison, c'est Krasnodar d'ailleurs, je l'avais dit avant le début de la compétition, parce que c'est sûr que vu de France, c'est un peu le genre d'équipe que tu prends de haut, et c'est dommage parce que quand tu t'intéresses un peu au foot ailleurs, tu sais que Krasnodar c'est une équipe cohérente et qui a plus d'expérience que toi, parce que je crois qu'ils ont dû faire, nous on a fait bien sûr notre 8e de finale contre Arsenal, mais c'est tout neuf, il n'y a pas très longtemps, et je crois qu'ils ont dû en enchaîner 2, et quand tu as une équipe qui enchaîne 2 phases finales de Coupe d'Europe, c'est déjà beaucoup plus d'expérience que toi qui arrive en Ligue des Champions. Donc oui, il découvrait la Ligue des Champions, mais avec une équipe qui était effectivement plus rodée pour ce genre de match coup près. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence, tu as raison. Alors de toute façon, je pense que les Rennais ne peuvent pas avoir de regrets. C'était la première fois et en espérant que ça en appellera d'autres pour les pensionnaires du Rosen Park. Et on espère aussi une belle fin de saison du côté du Stade Rennais. On va passer à la dernière partie de l'émission, les gars. Donc, on va parier sur ce match avec BetClick. Donc, on vous rappelle qu'avec ce partenariat avec le célèbre site de Paris Sportif, vous pouvez vous inscrire avec notre code promoton additionnel et partir avec un pari remboursé jusqu'à 100 €. Votre premier pari sera remboursé, quoi qu'il arrive. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire avec notre code promo et on vous donnera le lien sur Twitter pour que vous puissiez vous inscrire directement. Alors, sur ce match, messieurs, vous êtes assez similaires, hein, même pareil sur votre pronostic, puisque vous pronostiquez tous les deux sur un match nul un partout. Deux équipes qui vont très probablement faire jouer les coiffeurs, puisque plus rien n'est à jouer. Il n'y a plus d'enjeu du tout sur cette rencontre. Mais vous voyez, un match nul un partout, qui c'est peut-être aussi une bonne manière de pas trop mal réussir, enfin finir du moins du côté du Stade Rennais, Anthony, ce match nul. Ouais, c'est ça. Je pense que Séville aura à cœur quand même de pas perdre ce match, et Rennes aura à cœur de réagir, donc ça semble être le résultat le plus logique. Alors c'est pas forcément celui qui va arriver. On aurait très bien pu dire 0-0 aussi, mais je pense qu'on n'a pas envie de voir un 0-0, donc on a tu nous as demandé pour les mêmes raisons. Tu nous as demandé un buteur, c'est pour ça qu'on a mis un partout. Ouais. Non, mais du coup, le nul est à 3,10, le 1 partout est à 5. Et alors, de ton côté, Anthony, tu as mis Bourigeaud à 4,82. Ouais, j'ai hésité entre Bourigeaud parce que effectivement, il a fait une sortie médiatique où il a pas hésité à dire que, tout le mal qu'il pensait de la forme actuelle. Donc la révolte pourrait peut-être venir de lui, et ça me ferait plaisir en tout cas qu'elle vienne de lui. Après, s'il n'est pas titulaire, je pense qu'on peut s'orienter vers Nyang qui a plus de 3 aussi. Si Nyang joue et que Rennes marque, j'espère que ça sera lui. Ça pourrait enclencher aussi un début de rédemption pour tout le monde.
Et côté Sévillan, François, tu vois qui exactement marqué? Ouais, j'ai dit Diego Carlos, mais Ah oui, Diego Carlos, oui. Est-ce qu'il va être, sur le banc? Je sais pas, mais je me dis qu'un ancien Nantais qui marque contre Rennes, ça peut être marrant. On n'a pas besoin de ça, François. On n'a pas besoin de ça. Là, tu vas les enfoncer, là, tu vas me les Tout enfoncer peut arriver. jusqu'au bout, là. Il a mis en retourné en finale de Coupe d'Europe. Je veux dire, tout peut arriver, hein. C'est vrai. Et puis Donc, surtout, Diego Carlos, grosse cote, hein, puisque on est à 20,50 pour Diego Carlos. C'est voilà. pas mal. Déjà que je parie jamais, alors c'est pas mon argent, donc je peux mettre ce que je veux. Jouez votre code EVI sur Diego Carlos, Dixit François. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. J'avais Negredo contre le Barça, donc voilà. Je suis totalement fiable. Eh ben, tu es fiable, donc c'est pour ça que nos auditeurs vont te suivre sur Diego Carlos et je vous mettrai son Twitter pour que vous puissiez aller vous plaindre directement à François si vous avez perdu de l'argent. Moi, sur ce pari. Ça tombe bien. C'est le meilleur truc qui puisse m'arriver, voilà. Bon bah écoutez les gars, merci à vous deux d'être passés sur ce podcast. Merci à toi François. Donc on rappelle qu'on peut retrouver tes articles sur Furia Liga, donc sur le FC Séville et aussi sur d'autres sujets peut-être. Oui, on a interviewé le cinquième candidat pour la présidence du Barça. Voilà, nous en avons fait 5 sur 9. Donc voilà, vous pouvez les retrouver toutes les. C'est Xavi Villajoana qu'on a publié avec Tracy Rodrigo samedi. Et puis évidemment, toutes les prévias, les notes des matchs en Ligue des Champions, les analyses des matchs. Et puis des articles sur les autres clubs moins connus de la Liga et de la Segunda toujours, et puis du foot féminin. Et puis notre club que nous suivons, le CD Cuenca Metalistes, que nous suivons cette saison. Il y aura une interview très intéressante vendredi là-dessus, voilà, qui joue en 2e division régionale espagnole, et donc on les suit cette saison. En tout cas, si vous êtes fan de foot espagnol ou vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce foot qui vous est peut-être inconnu, parce qu'il y en a qui suivent pas forcément avec assiduité le foot espagnol, n'hésitez pas à aller lire les papiers de Furia Liga. Et merci à toi Anthony, en tout cas, d'avoir participé à cette émission pendant plusieurs semaines. On souhaite une très bonne route au Stade Rennais pour la fin de saison et en tout cas, on peut te retrouver aussi du côté de Radio Roazhon toutes les semaines pour débriefer des matchs du Stade Rennais. Ouais, c'est ça, tous les dimanches soirs on débrief. Bon là c'est un peu la soupe à la grimace, mais promis les sourires reviendront. J'imagine. Avec les résultats. C'était un plaisir de participer et puis à bientôt alors. Merci et puis à bientôt Anthony. Je tiens à remercier avant la fin de ce podcast tous les intervenants qui sont venus pour les matchs de Rennes, notamment Romain de Radio Roazhon et également Marc de Séville France, Rudy de Chelsea France. On a eu aussi Philippe de Krasnodar France, donc merci à vous d'être passé pour parler des matchs face à Chelsea et de parler de cette Ligue des Champions. On reviendra donc dès vendredi pour les nouvelles affiches européennes. C'était Quentin Traditionnel, salut à tous.